Oui, bonjour. Donc bonjour, je suis Frédéric Grange de Pramex International. Juste une minute pour vous présenter ce que fait Pramex, comme ça vous comprendrez dans quel contexte on se situe. Pramex est spécialisé dans l'accompagnement de projets d'implantation à l'étranger. Et dans ce cadre, nous intervenons en tant qu'appui administratif. Nous sommes spécialistes de la gestion administrative de structures à l'étranger, dans une quinzaine de pays. Et pour ma part, donc, je suis le délégué régional pour le sud de la France, Aquitaine et Occitanie. Le sujet de l'intervention est comment recourir à des modes de présence plus légers à l'international. Bon, je vous cache pas que quand j'ai lu le titre de cette intervention, j'étais assez perplexe parce que plus léger que quoi? J'avoue que je sais toujours pas. J'imagine que c'est plus léger que de disposer d'une implantation en propre à l'étranger, en format filial par exemple, qui est inévitablement structurant. Donc je vais considérer que c'est ceci en fait le sujet. Une première remarque, dans la plupart des cas, et surtout des dossiers que nous accompagnons, la mise en place d'une implantation propre, sous format filial par exemple, n'est pas forcément si lourd que ça. Je pense qu'il faut le démystifier, surtout quand on travaille avec nous, parce que justement notre rôle est de simplifier la gestion administrative de ces structures à l'étranger. Et comme très souvent, ce sont des structures légères avec un ou quelques salariés qui sont souvent des commerciaux ou des supports techniques ou ingénieurs, on n'est pas sur des équipes extrêmement importantes à gérer, et pareil, en termes de flux, on n'est pas non plus sur des nombres d'opérations comptables importants à gérer. Ça dépend des cas, bien sûr, hein. Dans la grande majorité des cas, une filiale commerciale est relativement légère à gérer, quoi qu'il en soit. Et puis il y a aussi des cas où on n'a pas le choix, c'est-à-dire que vous êtes obligé de créer une structure dans le pays quand il y a notamment la volonté de facturer à vos clients, donc de gérer la facturation à vos clients en direct, d'embaucher vos propres salariés, ou aussi parce que le secteur d'activité l'exige, notamment dans des secteurs protégés ou des secteurs des structures publiques, dans des cas où on vous oblige à avoir des certifications, donc votre filiale doit porter les certifications de la maison mère, dans le cas aussi où vous souhaitez mettre en place des stocks dans le pays et qu'il faut que se pose donc la question de la propriété de ces stocks dans le pays. Et donc, dans ces différents cas, vous n'avez pas trop le choix, il faut créer une structure. Mais on va raisonner sur le fait, sur une question un peu plus large, donc, et considérer que le terme plus léger veut dire moins structurant, moins stable. En effet, dans ce cas, il peut y avoir des formules alternatives qui peuvent malgré tout nécessiter un minimum de structuration, et on va les regarder une par une. Aucune n'est plus avantageuse qu'une autre, on va dire. En fait, en fonction de votre besoin, de votre projet, de vos objectifs, de votre situation, de votre secteur d'activité, eh bien, on va pouvoir opter pour un mode de présence plutôt qu'un autre, et quelquefois même ils pourront s'additionner parce que ils ne répondent pas tous aux mêmes besoins. Je les ai classés en trois grands thèmes. Le premier, c'est concerne la mise en place de ressources commerciales locales. C'est, je ne vous cache pas, le principal sujet de présence à l'étranger. En effet, et on le constate avec la crise du Covid actuellement, eh bien, étant donné que les déplacements entre la France et les pays sont soit impossibles, soit très compliqués, eh bien, il y a besoin de se rapprocher de ses clients, et le seul moyen de se rapprocher de ses clients, c'est de mettre en place une ressource commerciale à l'intérieur du pays. Via une équipe en propre, on l'a dit, supportée par sa propre filiale, et puis via plusieurs autres formules. La première, c'est celle que vous connaissez, j'imagine, déjà pas mal, c'est le VIE. Alors le VIE n'est pas un salarié de l'entreprise, le VIE est porté par Business France. Ça présente donc l'avantage de la grande souplesse commerciale, administrative, puisque c'est pas vous qui portez cette personne-là. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que dans certains cas, le profil du VIE, qui est junior, peut ne pas être adapté à vos objectifs, au type de clientèle à approcher, etc. Donc le VIE est
un format intéressant, mais qui présente des limites, notamment quand on doit mettre en place plutôt des ressources commerciales seniors à l'intérieur du pays. Une autre formule est l'agent commercial externalisé. Dans ce cadre-là, c'est une personne ou une entité externe qui va s'occuper de vous représenter commercialement dans le pays et que vous allez rémunérer à la commission sur les ventes que vous allez réaliser. L'intérêt, c'est que c'est vous qui restez maître de la facturation, puisque vous ne reversez qu'une qu'une commission à votre agent. Malgré tout, c'est lui qui maîtrise tous les contacts commerciaux dans le pays. Et donc, il peut, dans certains cas, vous couper du marché final et des clients. De même, s'il travaille pour plusieurs cartes, pour plusieurs entreprises, eh bien, il peut aussi négliger ou être moins présent pour certains de ses clients parce qu'il est déjà engagé sur plusieurs avec plusieurs produits et favoriser ceux qui sont plus faciles à vendre, par exemple, vous voyez. Mais l'agent commercial a l'énorme avantage d'être intégralement externalisé et en plus son mode de rémunération, sauf dans certains cas où il peut y avoir des forfaits de marketing ou des choses comme ça, est intégralement aussi proportionnel à vos ventes. Une autre formule concerne le commercial externalisé qui est un salarié entre guillemets déguisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'embaucher parce que vous ne disposez pas d'une structure dans le pays, et celui-ci va créer sa propre structure et va vous facturer en format consulting. Il va donc facturer des honoraires mensuels qui en général sont fixes, qui peuvent aussi intégrer des bonus à voir en fonction des cas. Ça peut avoir comme inconvénient, alors ça, comme avantage, la souplesse, bien évidemment, vous n'avez pas à créer de structure dans le pays, puisque c'est cette personne-là qui s'en charge. L'inconvénient, c'est que, bien évidemment, c'est pas fidélisant, parce que vous le tenez peu, finalement, cette personne. Et il y a un autre inconvénient, si cette personne travaille à 100% pour vous, c'est que ce contrat de consulting soit requalifié en contrat de travail le jour où il y a un litige, par exemple. Et on l'a vu dans certains cas, ça n'existe pas qu'en France, c'est une problématique dans tous les pays. Vous pouvez avoir une requalification, on le voit surtout quand il y a un problème avec la personne et qu'elle cherche à récupérer des sommes auprès de vous. Bon, malgré tout, c'est une formule que l'on voit, qui évite la création d'une structure dans le pays, mais comme je vous l'ai dit, c'est peu fidélisant pour la personne. Parce qu'il n'a pas un contrat de travail. En fait, il est indépendant pour sa part. Une autre formule qui existe concerne le fait que vous avez identifié une personne, que vous ne souhaitez pas créer de structure dans le pays, et vous allez passer par un tiers qui va l'embaucher pour vous. On appelle cela le portage salarial. À l'intérieur du pays, une entité juridique indépendante, externe à vous, va embaucher pour votre compte cette personne, qui travaillera pour vous, à 100%, et par contre qui sera porté par un contrat de travail de droit local avec cette entité et rémunéré par cette entité. Et cette entité intermédiaire, elle va vous facturer son salaire plus le salaire de la personne, plus ses charges, etc., plus une commission de portage, bien évidemment. L'avantage, c'est que là aussi, c'est extrêmement souple. L'inconvénient est que ça peut ne pas être fidélisant, parce que bien évidemment, il n'a pas un contrat de travail direct avec vous. Et puis, l'autre problème, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Bon, voilà, en fait, ah oui, ça peut être assez cher, parce que bien évidemment, le risque juridique en cas de licenciement, par exemple, est porté par l'entité locale qui va rémunérer ce risque juridique avec des honoraires assez significatifs. Donc, dans certains pays, on peut voir des honoraires extrêmement élevés pour rémunérer cette formule de portage salarial. En Europe, il y a une formule un peu plus légère pour recruter un commercial ou une personne dans un pays. On la pratique assez régulièrement parce qu'elle évite la création d'une structure. En fait, elle s'articule de la manière suivante. On va enregistrer au registre du commerce du pays concerné votre société française,
Et une fois qu'elle sera enregistrée, alors chaque pays bien sûr a ses contraintes, a ses modes de fonctionnement différents, a ses procédures différentes, et malgré tout on en revient à peu près à ça, c'est enregistrer votre structure dans le pays, très souvent on registre du commerce, et une fois qu'elle est enregistrée, eh bien on va faire un contrat de travail de droit local, et on va gérer la paye au format local, c'est-à-dire payer dans le salaire du pays et ventiler les charges, etc. auprès des différents organismes du pays. Là aussi, ça permet d'éviter de créer une société dans le pays et de n'avoir, une fois que la mise en place a été faite, qu'une gestion salariale de droit local. Bon, c'est assez fidélisant parce que finalement, le contrat de travail reste entre le salarié et vous, entité juridique française. Donc il y a quand même un contrat de travail qui existe, et celui-ci est géré au format local, avec le contrat de droit local et la gestion des cotisations locales aussi. Donc ça offre plusieurs avantages. Malheureusement c'est plutôt limité à l'Europe, mais c'est une formule qui se développe pas mal. Un autre inconvénient de cette formule est le fait qu'elle peut entraîner, dans certains cas, une création d'établissements stables. Cela dépendra notamment des activités que porteront vos salariés locaux. Si ceux-ci ont une grande autonomie, notamment pour engager la société française dans des contrats de vente, par exemple, on peut considérer qu'il y a autonomie de ces personnes et donc création d'établissements stables qui entraînerait requalification de l'activité et soumission de ces activités à l'impôt aux sociétés dans le pays concerné. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention, on ne peut pas le faire dans tous les cas, mais il y a des cas où cela est possible et permet d'éviter de créer une filiale en Europe. Quelque chose qui est assez similaire, mais qui dans chaque pays a des significations différentes, c'est la notion de bureau de représentation. Le bureau de représentation n'est pas une entité juridique autonome, donc dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité sur cette structure bureau de représentation, et il n'y a pas à payer de taxes. Cependant, les activités d'un bureau de représentation sont très limitées. En effet, les personnes embauchées dans ce bureau de représentation ne peuvent faire que de la représentation locale, des études de marché, etc. Ils ne peuvent normalement pas être engagés dans des activités commerciales pures. Et dans ce cas-là, ça pourrait, exactement comme pour ceux que j'ai dit au début, juste avant, entraîner une requalification du bureau de représentation en établissement stable et soumettre ces activités-là à impôt sur les sociétés principalement, plus tout le reste. Bon, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins malgré tout, parce qu'on s'aperçoit que chaque pays a ses propres règles sur les bureaux de représentation. Certaines sont très dures en termes de suivi de l'activité des salariés et sont très vigilants là-dessus. D'autres entraînent que imposent que les activités d'un bureau de représentation dans leur pays soient limitées dans le temps, notamment le temps qui est destiné est cohérent avec l'analyse du marché, l'étude de marché, puisque comme je l'ai dit, le bureau de représentation n'a pas vocation à faire du commercial, mais uniquement de la représentation. Donc il est très en amont du processus. Donc certains pays sont très vigilants là-dessus, d'autres comme la Chine taxent même les dépenses du bureau de représentation. Elles vont considérer que certains bureaux de représentation sont des sociétés déguisées, et donc ils taxent les bureaux de représentation, l'impôt sur les sociétés, mais ils ne vont pas taxer le chiffre d'affaires et les bénéfices puisqu'il n'y en a pas, puisqu'on ne tient pas en compte de résultats. Donc ils vont en fait taxer les dépenses du bureau de représentation. Ça c'est pour la Chine, et à hauteur entre 10 et 15%. Donc c'est quand même significatif, surtout quand on a plusieurs salariés. Finalement, ça revient plus cher de créer un bureau de représentation que de créer une société en Chine. Bon, donc vous voyez, chaque pays a ses propres contraintes là-dessus. Nous, ce que l'on constate, c'est que dès que l'on sort de l'Europe, ou dès qu'il n'y a pas une motivation très forte pour la création de bureaux de représentation, pour je ne sais quelle raison, il y a plutôt intérêt à créer une société locale qui offre l'énorme avantage d'avoir une autonomie juridique et donc de pouvoir signer des contrats locaux, et notamment des choses toutes bêtes, de signer un contrat avec un opérateur téléphonique pour une ligne téléphonique pour son salarié, ou un contrat de location
pour une voiture de fonction pour ses salariés. Chose qui, en format bureau de représentation, peut être assez compliqué quelquefois à gérer, parce que certains opérateurs locaux ne reconnaissent pas l'entité en tant que telle. Il y a aussi, dans certains cas, la possibilité de mobiliser une ressource commerciale dans le pays en la partageant avec d'autres structures. On met en place un commercial externe à temps partagé. Celui-ci va travailler X jours pour vous par mois et va s'occuper du déploiement de vos affaires dans le pays. Alors bien sûr, c'est une ressource commerciale qui ne vous est pas affectée à 100%, donc sur des produits compliqués à intégrer, à assimiler, à commercialiser, ça peut être un frein à l'intégration de toutes les connaissances propres sur cette ressource, sur vos produits, sur vos services. Malgré tout, ça peut être intéressant pour une première action commerciale sur un marché qui permet d'éviter de créer une structure, d'embaucher quelqu'un et aussi de supporter à 100% le coût d'un commercial. Donc certains cabinets de conseil le font. Voilà, j'ai essayé de... Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu un problème de connexion visiblement, j'ai été déconnecté. Donc je vais continuer, j'espère que vous m'entendez surtout. Autre besoin de mettre en place... Ah super, parfait, parfait, parfait. Ouais, j'ai eu ça a sauté en fait. Autre besoin de mettre en place une structure locale, qui peut ne pas être une société, eh bien, ça peut être la nécessité de facturer localement. Dans certains types de secteurs d'activité ou process commercial, vos clients vont vous imposer une facturation locale. Donc très souvent, eh bien, il faut créer une société qui a une autonomie juridique, qui peut être une filiale, qui est très souvent une filiale, et qui ne fait que de facturation. Pas besoin qu'elle ait de salariés, et sur d'autres types de formules comme on l'a vu. Par contre, on peut mettre en place une filiale de facturation extrêmement légère, domiciliée par exemple à un organisme comme Pramex, et cette société n'aura qu'une vocation de facturer et d'encaisser les ventes localement. Ça permet d'avoir une gestion de société extrêmement légère pour en revenir au terme initial. Autre possibilité aussi, si on a besoin de vendre localement, c'est le e-commerce, qui est très puissant sur cela, notamment avec la mise en place d'un site e-commerce local, avec le point du pays qu'il faut. Dans certains cas, peuvent quand même se poser des problèmes fiscaux, notamment en matière de TVA, et aussi en matière de gestion des retours, c'est-à-dire qu'il faut que vous disposiez quand même d'une adresse locale à laquelle seront envoyés les retours. Bon, je ne parle pas des marketplaces qui, elles, sont dans une autre logique, puisque vous ne maîtrisez pas le site internet. Dans ce cas-là, le site de e-commerce, vous passez par un site e-commerce externalisé qui va s'occuper de vendre les produits pour vous, et donc c'est une autre approche.
je ne considère pas que dans ce cas-là, on est sur de l'implantation. Alors que le fait de ne serait-ce que mettre un site e-commerce dans le pays, c'est un début d'implantation dans mon esprit. Troisième élément qui peut déclencher la mise en place d'un minimum de structure d'AI, c'est l'obligation d'avoir des stocks locaux. Des stocks de type produit fini, de type, je ne sais pas si vous m'entendez, de type produit fini, de type pièces détachées, notamment pour le SAV. Bon, là, il existe des prestataires logistiques à l'intérieur des pays, et ceux-ci peuvent s'occuper de gérer pour vous un stock déporté. Ils vont s'occuper de la mise du packing, de la gestion des expéditions, etc. Donc ça peut être intégralement externalisé, ça se fait très bien. Il y a des pays qui sont plus développés que d'autres là-dessus. Il faut toujours faire attention à la création d'un établissement stable éventuel. Certains pays considèrent que le fait d'avoir des stocks logés chez eux, sur leur territoire, va entraîner la création d'un établissement stable, et donc on en revient à ce que je disais, obligation de payer de l'impôt sur les sociétés, donc tenue d'une comptabilité et une gestion fiscale. Bon, mais c'est assez fréquent de voir, notamment pour le démarrage, et quand on ne veut pas s'occuper du stockage et de l'expédition, d'externaliser cette charge chez des prestataires spécialisés. Voilà, j'en ai peut-être oublié, certainement d'ailleurs, il y en a que je connais pas. Je pense que quand même on a vu les principaux types de mise en place de structures légères, entre guillemets, à l'étranger. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je crois que les timings sont assez serrés. Donc je vous propose d'en rester là. Si jamais vous souhaitez avoir des compléments, je ne sais pas par quel moyen je peux communiquer mon adresse email et répondre à vos questions de manière peut-être plus détaillée. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que la communication n'a pas été trop catastrophique et vous souhaite bonne suite de conférences. Au revoir.